Nous allons nous entretenir donc avec M. Abdoul Karim Sango. Comme je l'ai dit, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, il est spécialiste des questions constitutionnelles et des questions électorales, puisque vous êtes à la CENI depuis 8 ans. Vous êtes toujours d'ailleurs commissaire, mais vous êtes là ce soir en tant que constitutionnaliste. On a entendu tout à l'heure le CDP dire que le Conseil constitutionnel n'a pas tenu compte de la décision de la CEDEAO. Effectivement, il y a eu un verdict de la CEDEAO qui appelle le Burkina à lever les obstacles à la participation aux élections. Oui, merci M. Simon Gongo. Il me semble que le CDP est dans son droit. Évidemment, une décision de justice, lorsqu'elle est rendue, elle est diversement appréciée selon le camp dans lequel on se situe. Mais ce qu'il faut dire, évidemment, une décision de justice, elle est rendue par le juge en se fondant principalement sur deux choses. C'est, premièrement, l'état du droit positif, c'est-à-dire que disent les lois. Deuxièmement, sur son intime conviction. Alors, je voudrais ajouter un troisième élément qu'on peut trouver dans la démarche d'un juge constitutionnel et qu'on ne retrouve pas dans la démarche du juge judiciaire, du juge ordinaire, entre guillemets. C'est que le juge constitutionnel statue aussi en tenant compte de l'environnement, en tenant compte du contexte. Et ça, c'est un élément qui est très, très, très important. Alors, est-ce que le juge n'a pas tenu compte de la décision de la CEDEAO? Il est clair que lorsque vous examinez la décision qui a été rendue suite à la requête du valeureux Dabiré Angelin, personnage que je voudrais bien connaître davantage, le juge ne fait pas allusion, évidemment, à la décision de la CEDEAO. Le juge constate simplement que la CEDEAO a rendu un arrêt en intimant à l'État burkinabé de prendre les dispositions nécessaires pour lever tous les obstacles à la pleine participation des partisans de l'ex-majorité. Mais la décision du juge communautaire, de mon point de vue, je l'ai déjà suffisamment exprimé, a créé plus de confusion que de clarté. Je dois d'ailleurs dire que s'il y avait demain des troubles dans ce pays, la CEDEAO, à travers la Cour de justice, devrait être tenue pour responsable. Pourquoi? D'aucuns se sont arc-boutés sur le dispositif du juge en disant que l'État est condamné aux entiers dépens. Mais c'est faux de le dire parce que quand on dit de lever les obstacles, quelque part... le juge, avant d'aboutir à l'idée de lever les obstacles, raisonne, donc motive sa décision. Or, dans un paragraphe du juge communautaire, il admet que lorsqu'il y a des changements anticonstitutionnels, on peut sanctionner, on peut même exclure. Il a dit que les sanctions doivent préalablement frapper les États, les régimes et probablement les dirigeants. Malheureusement, le juge communautaire n'a pas dit s'il y a eu changement anticonstitutionnel au Burkina ou que recouvre la notion de dirigeant. Il me semble, et beaucoup de commentateurs de très haut niveau, ont dit qu'en fait, le juge communautaire, d'une certaine façon, est venu préciser la portée exacte de ce qu'on a appelé la loi Chérif. En indiquant que, oui, le Burkina, nous, on ne peut pas vous empêcher d'exclure, ce qui est faux. Dans tous les pays du monde, on ne va pas cesser de le répéter, il y a des clauses de ce type qui existent. Seulement, nous, à la CEDEAO, ce que nous craignons, c'est que vous fassiez une application massive. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on soit dans un schéma où il suffit d'avoir appartenu à l'ex-majorité pour être frappé d'inéligibilité. C'est pour ça que vous constatez, dans la décision qui est tombée hier, la décision numéro 21, il y a une quarantaine de personnes qui sont frappées par la mesure. Il faut dire que Angelin avait demandé l'exclusion de 47 personnes. Il a obtenu 42. Absolument. Donc, et quand vous regardez la décision du juge, par exemple, sur certaines personnes, il dit que M. Angelin
n'a pas apporté suffisamment de preuves. Alors, il y a deux catégories de personnalités qui ont été frappées. Ce sont les membres du gouvernement. Parce qu'il y a un principe en droit constitutionnel qui veut que tous les membres du gouvernement soient solidairement responsables des décisions qui sont prises. Est-ce que vous avez fait des déclarations plus tard? Non. La preuve, c'est que, historiquement, si vous prenez un pays comme le Togo, le ministre de l'Intérieur, Boko, si vous vous rappelez, avait émis des réserves sur l'organisation des premières élections qui ont vu la victoire du président togolais. Il n'a pas été compris. Ce qu'il a fait, il a pris la poudre d'escampette. Si vous remarquez ce qui s'est passé récemment au Burundi, face aux velléités de modification de la Constitution pour permettre à Nkurunziza de se représenter, les problèmes d'interprétation, vous avez vu que dans son entourage, notamment le président de l'Assemblée nationale, pour marquer sa rupture avec le système, il a été obligé de s'exiler. Certains membres du Conseil constitutionnel ont dû fuir leur territoire. Donc, premier élément, le juge burkinabé dit, en reprenant évidemment un argument de M. Angelin, dès que vous avez été ministre, vous étiez là lors de l'adoption du projet, alors vous êtes solidairement responsable. Et puis, il y a la catégorie de tous les acteurs, d'autres acteurs politiques, dont les députés, les responsables des partis de l'ex-majorité, qui ont signé une lettre en forme d'allégeance au président Compaoré pour dire que dans son entêtement bovin à modifier l'article 37, ils allaient coûte que coûte l'accompagner. Ce sont ces catégories de gens oui. qui ont été frappés, évidemment, par la décision du juge constitutionnel. D'accord, on revient donc sur la décision du juge. Ce que l'on retient, c'est que la décision frappe des individus alors que nous sommes dans un scrutin de liste. Pourquoi des individus sont ciblés alors que c'est un scrutin de liste? Oui, mais ça, c'est un choix du législateur. C'est un scrutin de liste pour des raisons liées au fait que nous avons ici un scrutin proportionnel. C'est lié à la répartition des sièges. Mais après, derrière les listes, ce sont des individus qui se présentent. Donc, les conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ne s'apprécient pas par rapport à la liste, mais par rapport aux individus. C'est d'ailleurs, j'allais dire, une largesse qu'offre le législateur burkinabé, puisque dans d'autres pays, exemple, le Niger, lorsque sur une liste, des candidats sont déclarés inéligibles, toute la liste tombe. Alors que dans le contexte du Burkina, l'article 192, oui, avec les élections communales à Banfora, où effectivement il y a eu l'invalidation de toute une liste. Oui, lorsque je regarde l'article 184, il me semble que c'est une modification qui a été opérée par le législateur lors de la révision du 7 avril 2005, pour éviter, parce que ce serait manifestement injuste. Vous voyez, si vous prenez le cas d'Hugo, vous avez 9 titulaires, vous avez 9 suppléants, donc vous avez 18 personnes. Alors, si parce qu'une seule personne est inéligible, toute la liste va tomber, manifestement, il y a une forme d'injustice que le législateur a voulu réparer. Alors, on va aller vite. Aujourd'hui, est-ce que les personnes qui ont été exclues peuvent être remplacées? Évidemment, conformément à l'article 184, pour compter du jour où ils ont reçu la décision, ils peuvent procéder au remplacement jusqu'à, comme dit le code, mais de façon maladroite, jusqu'à 0 heure avant la date du scrutin. Donc il suffit d'écrire au président de la Commission électorale nationale indépendante pour dire qu'on va remplacer telle personne. J'insiste pour dire, puisque beaucoup de personnes m'ont posé la question, il s'agit d'un remplacement poste pour poste. C'est-à-dire que si vous étiez premier sur la liste du Kadiogo, alors celui qui vous remplace occupe le poste de premier sur la liste. Il ne s'agit pas de permettre aux partis politiques de reconfigurer leur liste électorale. Donc le changement se fait poste par poste. Alors, dans ce changement, est-ce que le Conseil constitutionnel intervient encore? Est-ce que le Conseil constitutionnel a la possibilité, puisqu'on parle des 0 heures? Oui, évidemment, si nous ne sommes pas dans... En fait, je pense que l'hypothèse des 0 heures, c'est pour ça que j'estime que la disposition est un peu mal rédigée, puisque il y a deux hypothèses. Il y a les cas de décès
et il y a les cas d'inéligibilité. En fait, le cas des 0,1, c'est-à-dire 0,1 avant un scrutin, si quelqu'un est décédé, en fait, l'esprit du législateur, c'est que vous puissiez procéder à son remplacement. Alors, la loi dit que le remplacement doit être fait sans délai auprès du président de la commission électorale qui publie les remplacements opérés par diffusion et affichage dans tous les bureaux de vote concernés, et puis il informe le Conseil constitutionnel des modifications qui ont été opérées. Sans doute pour permettre au Conseil constitutionnel, évidemment, de vérifier si, effectivement, les remplaçants ne sont pas frappés aussi ne sont pas frappés par les conditions d'inéligibilité. Alors, parlons de procédure à présent. Comment se fait justement la saisine alors qu'on sait qu'il y a une trentaine de recours et aujourd'hui, on se retrouve pratiquement avec quelques recours qui ont été jugés recevables? Non, en réalité, c'est parce qu'on ne prend pas toujours le soin aussi de lire les textes. Voilà. Sinon, la loi est très claire. Les recours sont ouverts à tous les citoyens. Ce qui n'est pas la même chose pour les recours dans le cadre du contentieux pour les élections présidentielles où les recours ne sont ouverts qu'aux candidats. Alors, la plupart des recours qui ont été rejetés, si vous les examinez, c'est pour défaut de qualité, puisque les OSC n'ont pas qualité. Probablement qu'ils ont intérêt à agir en raison de leur objet. Mais le législateur a dit que le recours est ouvert à tout citoyen. Alors que la plupart des requérants, ils signent en leur nom et ils signent aussi au nom du groupe. C'est pour ça que le juge, évidemment, et il y a une jurisprudence en 2012, je rappelle que le focal dirigé par le professeur Ibriga avait intenté un recours comme ça devant les juridictions lorsqu'ils ont voulu bénéficier des candidatures indépendantes. Voilà, ils ont été déboutés pour défaut de qualité par je crois le juge administratif. Et comment se fait le jugement? Est-ce que c'est comme dans les tribunaux ordinaires où on a l'accusé voilà, oui, la procédure ici, elle est essentiellement écrite. Je dois dire que le code électoral indique clairement que le juge constitutionnel dispose de pouvoir d'instruction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le requérant qui introduit sa requête, la requête est transmise à l'autre partie qui répond. Donc, il y a une sorte d'échange d'écriture. Alors, je pense qu'en raison du nombre de recours, le Conseil n'a pas entendu organiser cette année des audiences publiques. Donc, ils ont pris une ordonnance pour expliquer qu'ils vont se contenter, en fait, des échanges d'écriture. Sinon, c'est exactement comme une procédure normale devant un tribunal ordinaire. Alors, merci d'être venu nous donner toutes ces explications. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Abdul Karim Sango. Il est spécialiste, il est juriste spécialiste des questions constitutionnelles et électorales.